au deuxième anniversaire de l'investiture du président de la République. Visite de terrain de la commission eau, énergie, industrie, mines, artisanat et tourisme de l'Assemblée nationale à Dioïla et Fana. Ici, les difficultés s'appellent manque de matières premières, conditions de production ne répondant pas aux normes, faible couverture dans la desserte en eau et électricité. Merci de nous suivre, bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Alexei Doulian a assuré les autorités maliennes du soutien de son pays en tant qu'ami du Mali dans le processus de paix en cours. Nous l'écoutons au micro de Moussa Fani. On a discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt mutuel, surtout de la situation au Mali, de nos relations bilatérales. J'ai informé le président de derniers développements dans notre coopération bilatérale et le mois de septembre est justement très dense en matière de toutes sortes de contacts et de visites. Vous savez, notre pays a toujours fait preuve du soutien vis-à-vis du Mali. C'est ce que j'ai réaffirmé encore une fois lors de l'audience avec le président. Cela se traduit évidemment avant tout sous la forme politique, mais également sous forme humanitaire. Sur la forme politique, c'est au Conseil de sécurité où nous sommes les membres permanents avec les 4 autres collègues, avec les autres collègues du Conseil, où nous veillons vraiment aux intérêts du Mali, aux principes qui nous guident dans nos relations avec le Mali, c'est-à-dire le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité du pays, et de la solution de toutes les situations conflictuelles par la voie de dialogue, par la voie de négociation. Et nous réaffirmons encore une fois notre soutien total à l'accord de paix qui vient d'être signé cette année et à la MINUSMA qui fait un travail pour le soutien, encore une fois, pour l'assistance au Mali, qui est notre pays ami. Donc, en ce qui concerne le domaine humanitaire, bon, il est à signaler que nous venons de fournir un lot important de l'assistance humanitaire médicale pour l'hôpital Gabriel Touré, qui est cette aide qui est en ce moment en cours de montage dans l'enceinte de l'hôpital. Et nous allons procéder incessamment, peut-être fin septembre, début octobre, à la cérémonie officielle de la remise de ce lot de l'assistance médicale. Il s'agit de plusieurs modules vraiment couvrant différents secteurs de l'assistance médicale. Hier, vendredi 4 septembre, a été célébré le deuxième anniversaire de l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême. Dans un entretien diffusé sur nos antennes, le chef de l'État a invité les populations à collaborer étroitement avec les forces armées de sécurité tout en rendant hommage à ces dernières et à leur hiérarchie. Je rends hommage d'ailleurs à nos forces de sécurité qui travaillent dans des conditions difficiles. Vous savez, on vient de loin, hein? On vient de loin. Tout est à reconsidérer, à rebâtir, sinon à refonder. C'est ça la vérité. Mais nous sommes en train de fonder, nous sommes en train de créer, presque ex abrupto, ex nihilo. C'est pas facile, c'est pas évident. Dans ces conditions-là, tout progrès est à noter. Je pense que là aussi, on est très intellectuel. Le dire n'est pas mauvais. C'est vrai que ces faits existent. C'est vrai que ces faits sont révoltants. C'est vrai que ces faits nous ont interpellés fortement. Mais il est bon aussi de dire que nos chargés de la sécurité, le ministère, les forces en charge de le faire, abattent un travail colossal, nuit et jour. Pendant que nous dormons, c'est la patrouille, dans l'obscurité, dans les quartiers périphériques, difficiles d'accès, qui ont pullulé au risque de leur vie. C'est vrai, c'est leur travail, ils le font. Mais il faut le saluer, il faut l'indiquer. Que les citoyens comprennent que la sécurité collective est d'abord individuelle. Chacun de nous est en charge de cette sécurité-là quelque part. Les comportements qui sortent de l'ordinaire, inhabituels, doivent interpeller chacun de nous. Il est des habitudes que l'on avait prises dans ce pays, d'hospitalité, c'est vrai, d'accueillir n'importe qui, pour peu qu'il vous dise simplement qu'il est musulman, qu'il ait un turban quelque part, on l'accueille ce soir, sans précaution. Ce sont des choses aujourd'hui à éviter. Qu'on soit également vigilant par rapport au voisinage, à la proximité. On doit aider les forces de sécurité.
ne peut pas être partout, ne peut pas deviner des choses. Ces choses-là, quelquefois, sont vécues au plus près de nous. Nous n'y faisons pas attention, nous n'y prêtons pas attention. Ou même quand on n'y prête attention, on se dit, oh, c'est pas mon problème, c'est votre problème. Donc, je pense que la participation citoyenne à la défense et à la sécurité dans le temps que nous courons est essentielle. Parmi les thèmes évoqués dans l'entretien avec le président de la République, il y avait aussi des questions portant sur la spéculation foncière. Les maires et les édiles qui se sont amusés à vendre des lots comme des petits pains, et cela d'ailleurs va venir également aussi dans le cours du reste du mandat, notre intransigeance vis-à-vis de cela, qui doivent comprendre le rôle des édiles municipaux, autrement que comme des commerçants, des vendeurs de l'eau, de morcellement d'espace, et d'espaces qui ne leur appartiennent pas. C'est ce qui est arrivé. Et je crois que les affaires foncières, le domaine de l'État, ont averti, ont dit, on a pensé qu'on pouvait passer outre, qu'on pouvait défier l'État. Je crois que de plus en plus, de mieux en mieux, il faudrait que nos concitoyens comprennent également aussi que la démocratie, c'est les droits, certes, mais c'est les devoirs aussi. Et le premier devoir d'un citoyen, c'est le respect des normes qui sont au service de tous. Une société où il n'y a pas de normes est une société sauvage, où chacun a la merci de chacun. C'est la jungle. Non, il n'y aura pas de jungle au Mali. Mais si la loi dit que vous êtes coupable, vous répondez de ça. Donc les agents de l'État n'ont pas été, dans cette affaire-là, hors de toute responsabilité. C'est eux. C'est eux. Alentour de nos villes, le cas de Kati n'est pas un cas singulier. Autour de toutes nos grandes villes, ces gens se sont amusés à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Des cadres qui ont occupé des fonctions insignes dans ce pays et qui ont eu à gérer le domaine de l'État se sont amusés à le faire. Et il y a un moment où il va falloir rendre compte de tout ça. Tout ça. Il y a des zones parfaitement non édificantes dans lesquelles les gens seront évertués à construire. C'est la pareille. C'est la pareille. Il y a quelque chose à faire à ce domaine-là, Inch'Allah. Le chef de l'État a également insisté sur les défis au niveau de la jeunesse, notamment dans le domaine de l'emploi, en leur demandant d'être plus imaginatifs. Le président a salué les performances des jeunes sur le plan sportif. Permettez que je félicite tous ceux passés et présents auxquels nous devons ces embellis. Ce n'est pas le travail d'un jour. Ceux qui sont passés avant nous ont fait leur travail. On fait le travail d'amorce, de confort. Nous sommes aujourd'hui en train d'engranger des résultats assez probants dans tous les domaines. Partout où on passe, on voit que notre population est jeune. Et le grand défi, répondre à l'attente, à l'espoir de cette jeunesse. Et comment le faire? En faisant en sorte qu'il y ait un espace d'emploi toujours plus large par la mise en œuvre de programmes et de projets qui soient capables de résorber ce chômage de la jeunesse, par la diversification des formations. Et ce que j'ai fait à Yorosso prélude un peu à ça. C'est cette voie-là dans laquelle il va falloir aller. Des centres de formation professionnelle de plus en plus nombreux, de mieux en mieux équipés et de plus en plus diversifiés. Parce qu'il faut que notre jeunesse se forme. Nous avons eu les meilleurs artisans ici, nous avons eu les ébénistes les plus merveilleux, les forgerons, la ferronnerie d'art, tout ça nous avons vu. Mais au fil des ans, les choses se sont délitées. Le gain facile a pris le pas sur tout. On a commencé à tricher sur la qualité du bois, la qualité du fer. Et on a perdu même ce que l'on savait faire. Il y a donc aujourd'hui à convaincre également la jeunesse que tout le monde ne peut pas être utile dans un bureau et que le bureau ne paye pas son homme.
il y a des mentalités à faire évoluer. Il y a également au niveau de l'offre de formation à faire l'adéquation. On le dit depuis longtemps. Emploi, formation. On le dit depuis longtemps. Que l'on voit les qualifications. Moi-même, j'ai coutume de dire que tout pays qui n'aura pas su qualifier ses ressources humaines sera un pays largué, irrémédiablement largué. Car Dieu ne plaise que ce soit le cas du Mali. Et je dis que nul ne sera invité au banquet de l'universel qu'il n'aura mérité. Voilà, l'entretien avec le président de la République est à suivre en rediffusion dans son intégralité demain aux environs de 14h30 après l'émission sportive Performance. C'est avec Ibrahima Diombele et Sekou Tangara. Pour commémorer donc les 2 années de pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, la convention des partis politiques de la majorité présidentielle CMP a organisé un meeting de soutien ce samedi pour appuyer la mise en œuvre des actions entreprises par le président de la République. Meeting suivi par Daouda Sidiki Diarra. Les réalisations faites par le président de la République en 2 ans constituent un motif de satisfaction pour la convention des partis politiques de la majorité présidentielle CMP. Le pays est en train d'amorcer la voie de l'émergence malgré la situation qu'il connaît, ce qui lui a valu la confiance des partenaires techniques et financiers. Notre pays figure parmi les 7 pays d'Afrique subsaharienne qui ont atteint les objectifs du millénaire pour le développement en réduisant de 50% les personnes menacées par la famine. L'État du Mali a retrouvé sa crédibilité au-dedans et au-dehors, comme l'illustre l'appurement total de la dette intérieure du pays depuis le 10 janvier 2015 pour un montant total de 575 milliards de francs CFA. Depuis 2014, l'économie se porte mieux avec un taux de croissance de 7,2% et une inflation de 1,7%. Au cours de ce meeting, le président de la CMP a fait savoir qu'à propos de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a cristallisé contre vents et marées tous les espoirs en réaffirmant que la paix, la stabilité et l'intégrité territoriale, la forme républicaine et laïque du Mali n'étaient pas négociables. Grâce à une patience pédagogique et dans une transparence absolue, le processus qui a abouti à la signature de l'accord de paix a bénéficié de l'adhésion et de l'appropriation de l'immense majorité des populations de notre pays. C'est l'occasion pour nous de remercier son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Pour ce qui est de l'outil de défense, Dr Bourkassoum Aïdara a affirmé que l'accent a été mis sur l'urgence de la loi d'orientation et de programmation militaire. Il s'agit d'une réforme majeure qui tire sa justification de l'obsolescence et de l'inadéquation des équipements militaires de notre armée et culmine à un coût sacrificiel de 1230 milliards sur une période de 5 ans. Ce montant vise à améliorer la capacité opérationnelle des unités combattantes et rien n'est de trop pour le renforcement de la capacité des forces armées pour la défense de notre souveraineté. Le gouvernement a aussi fait sien l'amélioration du cadre de vie des populations. Un regard rétrospectif a été jeté sur toutes les autres réalisations faites par le gouvernement. Pendant ces 2 ans, 71 652 emplois durables ont été générés par les activités économiques, soit 36% de la promesse du président Ibeka. De quoi réaffirmer la confiance des populations à soutenir le président de la République. Et puis voilà, désormais dans nos kiosques, ce numéro spécial du journal Afrique émergente consacré aux 2 ans de pouvoir du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Un numéro spécial dans lequel vous pourrez lire des articles se rapportant à la gouvernance, à la première dame Keïta Aminata Maïga, à des témoignages à la primature et tout naturellement à l'accord de paix, entre autres sujets. Ce numéro spécial est en vente au prix de 1500 francs CFA. Un numéro spécial donc consacré aux 2 ans de pouvoir du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Considérant la sagesse et les efforts consentis par le cadre de concertation des notables de la région de Gao, considérant les résultats obtenus par la mission de sensibilisation de la plateforme envoyée à Anafis à la date du 3 septembre 2015 auprès des populations et des combattants et les doléances exprimées par ceux-ci. Considérant la volonté tant de fois renouvelée
par la plateforme pour la préservation de l'accord issu du processus d'Alger signé le 15 mai, parachevé le 20 juin à Bamako et sa mise en œuvre diligente dans l'intérêt bien compris de toutes les populations du Mali. La plateforme décide d'entamer à compter de ces jours son retrait d'Anafis. Cependant, elle reste extrêmement soucieuse quant à la sécurité des populations, la libre circulation des personnes et des biens, notamment dans la région de Kidal, la systématisation de la concertation de toutes les parties à l'accord en ce qui concerne les questions intéressant la vie des communautés. La plateforme, à travers ses responsables politiques et militaires, remercie les populations d'Anafis, de Gao et de tout le Mali en général pour leur soutien et leur accompagnement. Elle garde l'espoir que les autorités maliennes et la communauté internationale prendront les mesures idoines pour préserver les populations des humiliations et des sévices de tout genre dont elles font l'objet de façon permanente. Gao, le 5 septembre 2015, la plateforme. Voilà à présent le contenu de ce communiqué. L'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, et l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, suite à l'embuscade terroriste tendue mercredi dernier à un détachement de relève des FAMA dans les environs de Diafarabé, et en fait un mort, des blessés et portés disparus, s'incline devant la mémoire du défunt, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et condamne par la même occasion ce énième acte terroriste. Rendons-nous à présent à l'hémicycle avec le président de la Fondation Qatari pour les œuvres humanitaires qui a été reçu ce samedi après-midi par Isiaka Sidibé. Au cœur des échanges entre les deux personnalités, les actions réalisées au Mali par la Fondation ainsi que les projets de développement qu'elle entend réaliser dans notre pays. Autre sujet abordé, celui des bourses d'études pour le Qatar que la Fondation entend offrir aux étudiants maliens. Nous vous proposons d'écouter le docteur Aziz Debsan Al-Katani, président de la Fondation Qatari pour les œuvres humanitaires, au micro de Mohamed Ould Mamouni. Il a été question de discuter avec la relation malienne-qatarienne, les ONG maliennes, les ONG qatariennes, ce qu'ils doivent faire ensemble, le rôle de l'Assemblée nationale, le rôle du gouvernement malien, la population malienne, donc tout ce qui concerne le développement malien et la relation, développer la relation entre le Mali et le Qatar. Beaucoup de projets stratégiques, y compris l'hydraulique, y compris les universités, et compris les formations des hommes, les écoles formatiques, les écoles pour apprendre l'arabe, et encore les bourses pour les étudiants maliens, dans les différents domaines, ou différents pays aussi, qui déjà on a discuté avec Al-Farouk, qui est un bon chemin aussi, dans tous les projets qui concernent le développement malien. Le Mali post-crise sera celui des chantiers de tous ordres. Ces propos sont du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État a entamé hier 4 septembre 2015 la 3e année de son premier quinquennat. Après 2 années consacrées à la stabilisation du pays, l'heure est donc venue de mettre en œuvre les grands chantiers de développement, dont la réalisation des routes et des logements sociaux. Sur ces derniers points, le président Ibrahim Boubacar Keïta promet de réaliser au moins 50 000 maisons au profit des Maliens. Un vaste programme routier est également initié pour assurer le désenclavement intérieur et extérieur du Mali. Il s'agit notamment de la réalisation de l'autoroute Bamako-Koulikoro, la route transsaharienne Gao-Bourem-Kidal et la route Kaye-Kenyeba. Retour sur les grands projets présidentiels, routes et logements dans ce dossier signé Bourama Traoré. Dans un pays en crise à l'image du Mali, difficile de mettre en œuvre les grands chantiers de développement, infrastructures routières, hôtelières, sociales et j'en passe. Pourtant, tout développement est lié aux bonnes infrastructures. Le Mali, post-crise, bientôt, sera un pays de chantier, de tous ordres. Déjà, ça roule bien sur certains grands axes à Bamako et à l'intérieur du pays. Les routes réalisées font le bonheur de nos compatriotes. Les populations de la commune rurale de Maou dans la région de Sikasso ne diront pas le contraire. Par ma voix, la population vous exprime sa profonde gratitude et s'engage
à exploiter toutes les opportunités que cet investissement peut offrir. Au cours des 2 dernières années, d'autres projets ont été réalisés ou achevés, dont la première phase de l'autoroute Bamako-Ségou, le pont de Fourou dans le cercle de Kadiolo et la route Koro frontière du Burkina Faso. Nous avons construit un nouveau poste de péage et de paysage à l'entrée du pont de Malkala qui a commencé à faire ses fatigues. Maintenant, la zone agropole de Ségou passe par là. Donc c'est pour ça qu'on a mis cet instrument de suivi. Très souvent, on a construit des centres d'hôpitaux et on n'a pas fait de route d'accès. C'était le cas de Sikasso. Et nous avons pu faire vraiment la route d'accès à l'hôpital de Sikasso. L'aménagement de la route Kenyeba-Faléa, longue de 82 km. Nous avons fait aussi, pour assister à les gens de Faléa, nous avons pu mettre un bac sur le fleuve Niger. Comme on dit, la route précède le développement. Je pense que beaucoup de jalons ont été posés. Déjà, quand on voit aujourd'hui la route Bamako-Ségou, aujourd'hui 2 fois 2 voies, bien sûr la première voie est quasi terminée. Donc la seconde voie est bien en projet, c'est une réalité. Il y a des projets, par exemple les 7 km au rond-point de Markala vers Pelengana sur la route effectivement de Blassan, c'est une réalité. Il convient cependant de signaler quelques cas spécifiques, notamment la RN1 qui va de Sandaré à Caille jusqu'à Diboli, avec le pont de Caille où il fallait faire des interventions assez renforcées compte tenu de l'état de fatigue de cet ouvrage. Il y a aussi le réseau urbain dans le district de Bamako. Donc il y a certains axes importants qui avaient des pathologies assez néfastes pour la conservation du patrimoine. C'est ainsi que nous avons eu à intervenir sur certains axes, notamment l'axe qui va de la Tour de l'Afrique jusqu'à Kalabankuro. Parmi les projets en cours d'exécution, la réhabilitation totale de l'avenue L'An 2000 à Ségou, la route du poisson Badangara-Koro et la construction en 2 fois 2 voies de la section urbaine Ségou-100. Il y a le redémarrage des travaux de construction de la route Nyuno-Gomakura-Léré-Tombouctou et Gundam-Diré. Il s'agit aussi de la construction du pont de Koro Barrage entre Sikasso et Koutiala pour remplacer complètement le pont actuel qui est là. Il s'agit aussi de la route Kabara-Kouréomé-Tombouctou. Dans ce cadre-là aussi, la bretelle de route qui reliera Kadiolo à la RN7 du côté de Katélé et Kadiolo à Zégoua. Toujours à Kadiolo, il y aura certainement question de l'aménagement en bitume de plus de 10 000 km de voies urbaines. Je vous rappelle qu'il s'agit des projets pour lesquels nous avons pratiquement bouclé les financements. Avec l'Union européenne, nous sommes en train de monter un programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour pouvoir d'un préserver le patrimoine, mais de deux distribuer un revenu au niveau des populations qui ont souffert de la crise que le pays a connue. Donc ça, c'est un programme qui va s'étendre sur 2 ans ou 3 ans. Nous comptons commencer ces travaux d'ici la fin de l'année. En tout cas, commencer les opérations d'ici la fin de l'année. En plus de ça, il y a le programme de reconstruction et de relance économique, qui est un programme que nous avions avec le ministère de l'économie et des finances sur le financement de la Banque mondiale, qui va porter sur des infrastructures de base. Comment réhabiliter ces infrastructures de base de façon à ce que l'économie soit relancée. D'autres sentiers seront bientôt ouverts pour le développement global du pays. Il s'agit notamment de la construction de la route Bamako-Koulikoro en 2 fois 2 voies, celle de Zandjabou-Kolangaba à la frontière ivoirienne, du pont de Kayo et de la réhabilitation de la voie ferrée Bamako-Dakar, des projets dont le financement est entièrement bouclé. Nous sommes en train, vous allez voir très bientôt, de faire en sorte que l'aéroport actuel soit embelli. Changer le visage. Ça fait des années qu'on a le même visage, la même architecture. Nous avons déjà conclu les travaux d'embellissement et nous travaillons avec l'ARSEGNA dans ce sens-là. Le terminal de l'aéroport de Bamako, qui est l'un des grands projets aujourd'hui, qui permettra de lancer le Mali dans le peloton de tête en termes aéroportières en Afrique de l'Ouest, sinon en Afrique tout entière. Il y a aussi le projet, bien sûr, de l'aéroport vers l'université de Kabbalah, qui est une réalité. Les perspectives s'annoncent encore bonnes. On peut retenir la construction de la route Menaka-Andera-Boukan en Songo et la réhabilitation de la route Sévaré-Gao. Les autorités du pays entendent également construire le 4e pont de Bamako, pour lequel nous avons déjà des esquisses. Et nous avons fait des études qui montrent que si on fait en 2 fois 2, en 2020, la voie sera saturée. Donc nous sommes en train de voir passer en 3 fois 2
pour complètement passer le cap de 2020. Et nous avons le choix entre plusieurs designs. Et ce choix sera très bientôt fait. Et nous sommes en collaboration avec la partie chinoise et d'autres institutions qui pourraient être la Banque islamique de développement et autres pour nous aider à mettre ce pont du futur à la disposition des Maliens. Nous avons en priorité la mise en œuvre des projets issus de l'accord de paix et de réconciliation du processus d'Alger. Il s'agit entre autres de la route Sévaré-Gao, Boulem-Anifis-Kidal. La route Kaï-Kéniba. Kaï-Kéniba est une route effectivement difficile. Ça fait partie des grandes priorités. Malgré bien sûr notre mission de contrôle avec rigueur, nous prenons vraiment ces 2 ans très positifs. Et nous allons suivre de façon rigoureuse. Nous en sommes sûrs que, Inch'Allah, si Dieu nous donne vraiment la santé et autres, pour dépasser les résultats attendus. Un réseau routier bien construit doit être bien entretenu, un préalable à la croissance économique. Le fonds alloué à l'entretien routier a presque doublé, passant de 16 milliards à plus de 30 milliards de francs CFA. Les routes dans un pays, dans l'économie d'un pays, représentent à peu près les vaisseaux dans l'organisme d'un homme. C'est la même chose. Donc nous avons un projet de faire en sorte que toutes les routes soient praticables, qu'elles soient toutes bonnes. Cela pour permettre d'abord aux usagers de voyager dans le confort nécessaire, de voyager en toute sécurité et aussi de sauver la vie des engins qui sont utilisés sur ces routes. Une de nos grandes ambitions en ce moment, c'est la plus grande transparence possible dans la gestion des fonds d'entretien routier. Nous avons l'intention de faire en sorte que tout ce qui se collecte ici soit dépensé au grand jour, que chaque citoyen sache où est-ce que le franc qu'il a mis dans le cadre de l'entretien routier est parti. Il va de soi que l'on essaie également de diminuer, sinon d'empêcher ou d'annuler la déperdition financière au niveau des postes de péage. Au point des péages, on avait beaucoup de pertes d'argent. Nous sommes en train d'éliminer ça. La première des choses qu'on a dû faire, depuis un moment, on a changé tout le monde dans tous les postes. Il y a un des postes qui ne faisait que 10 millions par mois. Aujourd'hui, ils sont venus à 25 millions. Il y en a qui faisaient 8. Maintenant, les nouveaux types sont amenés jusqu'à 27 millions. Parce qu'ils ont des accords avec les transporteurs et autres. Chose inimaginable. Nous sommes aujourd'hui en train de faire en sorte que nous modernisons tous les postes de péage et placer des vidéosurveillance un peu partout. Donc, du bureau du directeur général, vous avez la possibilité de voir et les camions qui passent, et les postes de péage, et les opérations de pesage, pour qu'on puisse se faire une idée. Il y aura également des missions de contrôle inopinées, que nous avons déjà commencé, et que nous sommes en train de faire en ce moment, pour que désormais, les péagistes comprennent que ça ne sera plus comme ça l'avait été un moment. Le bras financier des travaux d'entretien routier reste l'autorité routière. Pour répondre davantage à sa mission régalienne, elle se tourne désormais vers d'autres sources de financement. L'autorité routière n'attend plus de percevoir les fonds que nous recevons des postes de péage et aussi sur les produits pétroliers. Nous sommes passés à une autre méthode de financement, c'est-à-dire auprès des banques. Donc nous amenons les banques à intervenir dans le cadre de l'entretien routier. Donc intervenir sur un autre volet du développement économique du pays. C'est extrêmement important. Outre les infrastructures routières, l'accès à un logement décent reste l'une des préoccupations des Maliens. La pose de la première pierre des 20 000 logements sociaux est une réponse à cette question essentielle. De l'indépendance à maintenant, nous n'avons fait que 10 000. Le présent, le fait d'oser, en disant, en interrogeant nos statistiques, nos besoins à l'horizon 2020, en essayant de prendre le 1/10 qui fait 50 000, c'est un pari osé. Donc son souci aujourd'hui, c'est de favoriser l'accès des Maliens à un cadre de vie décent. Pour son premier quinquennat, le président Ibrahim Boubacar Keïta promet de réaliser au moins 50 000 logements sociaux. Sur le terrain, les actions sont en cours pour honorer l'engagement présidentiel. À l'intérieur du pays, nous avons procédé à la pose des pierres de logement.
Ça, c'est une première aujourd'hui au Mali. On est allé jusqu'au niveau sous-préfecture, au niveau arrondissement. Il y avait des cercles qui n'avaient jamais bénéficié d'un cadre de logement où le cadre peut se sentir à l'aise. Il y a 500 logements qui ont été répartis sur l'ensemble des cercles du Mali. À Bamako, on vient de finir un programme environ de 2052 logements. À Kati, il y a 600 en cours qui seront donnés. Au mois de décembre, il y a 1000 qui seront donnés. Un autre chantier ouvert, la construction de l'hôtel Sheraton de Bamako, un immeuble R+9 composé de 200 chambres de haut standing pour près de 40 milliards de francs CFA. Cela veut dire que désormais, nous serons en capacité de recevoir avec toutes les commodités des rencontres internationales de quelque nature qu'elles fussent. Je pense pour un pays, certainement une rehausse de sa place dans les pays capables de ce genre d'hospitalité. Le département en charge des transports entend réaliser au moins 60% des sentiers routiers d'ici à la fin du premier quinquennat du chef de l'État. Même engagement du côté du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et c'est par là que se réalise certainement le bonheur des Maliens. Voilà, c'était donc avec Bourama Traoré, l'un de nos dossiers consacrés à l'an 2 du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les travaux de la 9e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique ont démarré à Bamako. Il ressort de ce conseil que l'INSTAT a réalisé plus de 94% des activités prévues. Parmi ces réalisations, on peut citer la rénovation des comptes économiques pour la conformité aux standards internationaux. Youssouf Diakité. 9e session du conseil d'administration de l'INSTAT. Les administrateurs abordent plusieurs questions, notamment le rapport d'exécution du budget 2015, le projet de budget 2016 et le point de la mise en œuvre des recommandations formulées à la 8e session. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population s'est dit comblé au regard des réalisations faites par l'INSTAT. Il s'agit de la rénovation des comptes économiques pour se conformer aux standards internationaux. La nouvelle série des comptes économiques qui sera bientôt adoptée comme série officielle, nous l'espérons, révalorise de plus de 15% le produit intérieur brut par rapport à la série actuelle dite PIB plus comparable. Les travaux de mise en place de l'indice des prix à la production industrielle et des comptes trimestriels pour améliorer le suivi de la conjoncture économique, l'élaboration du cadrage macroéconomique en prévision des échanges actuellement en cours entre le gouvernement et le Fonds monétaire international. À ces réalisations, il faut ajouter l'élaboration des nouveaux textes qui vont régir le système statistique national afin de lever les dysfonctionnements. La collecte des données en cours dans le cadre de l'enquête de couverture à indicateurs multiples. S'agissant de l'exécution du budget au 30 juin 2015, le rapport fait ressortir des taux d'exécution de 51 et de 31% respectivement pour les ressources et les dépenses. Fin des travaux du congrès de la Société de médecine interne. Au cours des 2 jours de travaux auxquels ont pris part une dizaine de pays, plus d'une centaine de communications ont été faites. Le prochain congrès est prévu en avril 2017 en Côte d'Ivoire. Reportage de Alpha Maïga. Les thèmes débattus au cours des 2 jours de travaux sont fédérateurs. Il s'agit bien de thèmes qui sont situés au carrefour des spécialités médicales, chirurgicales et biologiques des participants venus de 10 pays de l'Afrique. 2 jours de travaux avec plus de 150 communications sur 2 thèmes très importants, la pathologie thyroïdienne et les maladies thromboemboliques. Sur le plan santé, il y aura une nette amélioration. On avait énormément de difficultés pour pouvoir diagnostiquer les dysthyroïdies chez les femmes enceintes. À travers ces 2 journées, les sages-femmes auront de quoi s'armer dès qu'ils ont des signes suspects et il y a des bilans qu'il faut systématiquement demander pour rechercher une dysthyroïdie chez une femme enceinte. C'est dire que ce congrès témoigne du dynamisme de nos chercheurs et cela malgré le contexte de crise. Les participants ont su tenir très haut le drapeau du Mali. Mais qu'à cela ne tienne, des défis sont à relever. Il s'agit de l'amélioration de la qualité des soins
dans nos différents États afin de réduire significativement le taux d'évacuation vers les pays considérés comme nantis. Mais attention, l'atmosphère se dégrade quand on vient dans les hôpitaux. La filiation maître-élève ne se ressent plus comme par le passé. Respectez toujours le savoir et ne vivez pas la période où on dit une bonne relation vaut mieux que 10 ans d'études. Au terme des travaux pour récompenser le mérite et du coup corriger l'insuffisance, des trophées ont été remis à quelques participants. Le prochain rendez-vous est pris dans 2 ans, autrement dit en avril 2017, en République de Côte d'Ivoire. Voilà, relatif au même sujet, votre émission Actu Hebdo reçoit demain dimanche comme invité le professeur Alassane Amar Traoré, président de la Société de médecine interne du Mali Somima, et Mohamed El Mokhtar Mahamar, conseiller technique au ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne. Actu Hebdo, c'est à partir de midi avec Ibrahima Djombele. Manque de matières premières, conditions de production ne répondant pas aux normes, faible couverture dans la desserte en eau et électricité, c'est selon quelques difficultés relevées par la commission eau, énergie, industrie, mines, artisanat et tourisme de l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, à Djoila et Fana, les députés ont visité les installations et échangé avec les travailleurs. Envoyés spéciaux à Djoila, Aruna Diara et nous Sissoko. Djoila, première étape de la visite de terrain des membres de la commission eau, énergie, industrie, mines, artisanat et tourisme de l'Assemblée nationale. À l'usine d'égrainage de coton d'une capacité d'environ 50 000 tonnes par an, les techniciens s'activent à la maintenance des équipements pour mieux affronter la nouvelle campagne. Au centre d'EDEM SA et à l'adduction d'eau potable, des problèmes d'approvisionnement des populations demeurent. C'est une délégation de gestion de l'eau potable, des équipements qui sont là, à une association qui est chargée donc d'exploiter ces équipements et de vendre l'eau à la population. Aujourd'hui, cette situation n'est pas un système qui est en mesure, en tout cas, d'assurer la continuité du service, tant sur le plan de la qualité que de la quantité. Le réseau existant, nous avons 16,88 km et pour atteindre nos objectifs, nous désirons avoir le triple pour pouvoir satisfaire toutes nos demandes. À Fana, les élus de la nation se sont rendus dans 3 unités de production d'huile de coton et dans une unité de conditionnement de sésame. Annuellement, ces petites industries ferment pendant 7 à 9 mois par manque de matières premières. Nous avons vu par exemple au niveau de la société Cicella, on fait plaisir en termes d'hygiène, en termes de cadre de production. Il y a beaucoup d'améliorations. Nous avons vu des cas qui sont même pas des nationaux, où ils produisent dans des conditions déplorables, dans des conditions où nous devons, à mon avis, arrêter ces industries. Les députés ont invité les promoteurs de ces unités de production à plus de professionnalisme afin de préserver la santé des consommateurs. En deuxième région, une mission de la Direction nationale de l'agriculture s'est rendue dans les cercles de Koulikoro et de Banamba pour s'enquérir de l'état d'évolution de la campagne agricole 2015-2016 dans ces localités et donner des conseils aux paysans. Malgré quelques difficultés enregistrées, la campagne s'annonce prometteuse dans ces 2 cercles. Reportage de Ousmane Koïta. En organisant cette visite de terrain dans les cercles de Koulikoro et de Banamba, la Direction nationale de l'agriculture devait s'imprégner de l'état d'évolution de la campagne 2015-2016 dans ces localités. Nous sommes à Kayo dans un jardin de démonstration des techniques de muret, qui, selon les techniciens, est très économique. Après cette étape, la mission a visité les champs de Youssouf Doumbia, et quitté le riz Nérika G4 et le maïs bricot pour la production des semences. À ce moment-là, le champ du maire a reçu lui aussi de la visite. Dans ces champs, pas de problème mon cher. Autre lieu, autre réalité. À Banamba, dans le village de Bandoumbira, commune de Dougoulouvla, au champ de diversification de Maman de l'Adji Dougouré, la végétation est bonne. Ces producteurs s'adonnent mieux à la culture du vanzou, du da, du mil et du maïs. À Toubakoura, dernière étape de cette visite, c'est une autre technique. Il s'agissait de 2001, des champs de démonstration jugés très satisfaisantes, malgré l'installation tardive de l'hivernage et l'insuffisance de l'engrais subventionné. Je suis content qu'on ait appliqué ce que nous appelons un paysan modèle. Paysan modèle, c'est quoi? C'est un paysan qui a une parcelle de riz, de mil, de sorgho, de maïs, ce que nous appelons culture principale,
à côté desquels on fait une culture secondaire, comme le sésame, comme le niébé, comme l'arachide, comme le œuf de Guinée. Il faut signaler qu'à toutes ces étapes, la mission a donné des sages conseils aux paysans avant de tenir une réunion de synthèse avec ses agents sur le terrain. Démarrage officiel en 5e région des activités du programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État. C'est un programme de bonne gouvernance qui couvre les régions de Caille, Ségou et Mopti et qui est financé dans le cadre de la coopération Mali-Allemagne à hauteur de 14 milliards de francs CFA. La cérémonie de lancement s'est déroulée jeudi au gouvernorat de Mopti. Reportage de Moustapha Doumbia. Il s'agit du lancement des activités du programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État dans la région de Mopti. Un programme lancé en avril dernier et qui couvre les régions de Caille, Ségou et Mopti. Son coût est d'environ 14 milliards de francs CFA, financé dans le cadre de la coopération Mali-Allemagne. Ce nouveau programme fait suite au pacte GIZ, programme d'appui aux collectivités territoriales. Tout ce qu'on va faire dans le cadre du nouveau programme sera fait à partir des expériences positives en fait, du pacte. On avait beaucoup accompagné notamment la collectivité région sur les questions de développement économique régional. Et une autre thématique sur laquelle nous allons beaucoup travailler, c'est les questions de suivi-contrôle, le contrôle citoyen, mais aussi le contrôle de la part des représentations de l'État. Le programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État est un programme de bonne gouvernance qui vise l'amélioration du cadre institutionnel et des instruments de la décentralisation et le renforcement des capacités économiques et financières des régions. Au regard de la nouvelle impulsion donnée au processus de la réforme de l'État qui met la régionalisation au cœur du renforcement de la décentralisation, j'ose espérer que ce nouveau programme contribuera significativement à l'atteinte des objectifs du nouveau cadre de politique nationale de décentralisation à l'horizon 2024. La cérémonie de lancement du programme a été mise à profit pour édifier les principaux acteurs sur les grands axes d'intervention. Dans le cadre de la coopération bilatérale et pour un bon déroulement du Hajj 2015, le ministère de la Santé d'Arabie Saoudite a initié une conférence débat sur les maladies telles les maladies contagieuses à coronavirus, source de pneumonie et les maladies dues à l'excès de chaleur. L'objectif de cette conférence est d'informer et de sensibiliser les experts chercheurs des différentes délégations pour préserver la santé des pèlerins au cours du Hajj. Compte rendu de nos envois spéciaux en Arabie Saoudite, Mohamedou Doumbia, Idrissa Traoré, Cheikh Abouakar Touré. C'est dans le cadre de la coopération sanitaire entre l'Arabie Saoudite et les pays musulmans qu'une conférence a été initiée par le département en charge de la santé de l'Arabie Saoudite. L'utilité de cette conférence entre les experts, chercheurs et médecins, c'est d'échanger sur deux maladies principales. Il s'agit des coups de soleil dont sont victimes certains pèlerins venant des pays froids et les infections dues au coronavirus qui se caractérisent par la pneumonie, les rhumes et la toux à cause du changement de climat, entre autres. Chez nous, il y a effectivement la chaleur, mais les conditions ne sont pas les mêmes. Il y a le froid, les conditions ne sont pas les mêmes. Et surtout que les gens, ils sortent des chambres qui sont très fraîches pour aller au soleil qui est accablant. Donc les précautions qui doivent s'imposer et la prise en charge, c'est de cela qu'il s'agissait. Concernant ces deux cas de maladie, la commission santé du Hajj 2015 de la filière gouvernementale du Mali veille. Elle a pris toutes les dispositions préventives pratiques. Mieux, cette commission santé suit de très près les diabétiques et ceux qui souffrent de tension. En ce qui concerne la prise en charge des pèlerins, surtout par rapport aux diabétiques, on a fait un grand effort depuis Bamako à la maison du Hajj où il y a eu la détection des cas qui a été signifiée dans les carnets et en même temps leur régime durant leur séjour. Ici, on est passé à la vitesse supérieure. On a adopté le système de porte-à-porte encore pour identifier les cas et de les signaler aux délégués chargés de la restauration. Rappelons que la commission restauration et la commission santé travaillent en étroite collaboration pour parer à toute éventualité. La 36e promotion du Centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture porte désormais le nom de Amiso, pionnière de l'ORTM récemment arraché à notre affection. Les récipiendaires ont reçu leur attestation de formation en présence de plusieurs personnalités dont les parents et anciens collaborateurs de Feu Amiso. Compte rendu de Fousseni Tunkara.
La présente cérémonie magnifie le travail accompli durant 3 ans. Elles sont au total 101 à recevoir leur attestation en coupe-couture. Et les récipiendaires ont suivi un système d'ARU qu'on appelle le système de l'Académie internationale de Coupe de Paris. Elles sont employables et nous sommes prêts à les regrouper en coopérative. Cette promotion 36e du genre porte le nom de Amiso, une brave dame arrachée à notre affection tout récemment. La ténacité et la loyauté de Feu Amiso doivent être les lignes de conduite pour la présente promotion, dira une proche de Feu Amiso. Si aujourd'hui elle était là, elle vous dirait, chers récipiendaires, que si vous n'avez pas d'ambition pour vous-même, personne n'en aura pour vous. La famille Traoré et Sopar Mavoie remercie les récipiendaires pour la promotion qui porte désormais le nom de notre maman Amiso. C'est donc pour vous un signe d'encouragement à redoubler d'efforts. Car après la vie à l'école, vous vous apprêtez à entamer l'école de la vie. Soucieuse du devenir des femmes, le ministre en charge des questions féminines, Sangaré Oumumba, n'a pas manqué de donner des conseils aux récipiendaires. Autre fait marquant de cette cérémonie, le Centre d'orientation professionnelle de coupe de couture a offert gracieusement plus de 300 bourses à certaines structures publiques et organisations de personnes vulnérables. Du sport maintenant, football, deuxième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les Aigles du Mali joueront demain dimanche à 16h temps universel à Porto Novo contre les Écureuils du Bénin au compte du groupe C de ces éliminatoires. Lors de la première journée, faut-il le rappeler, les Aigles s'étaient imposés 2-0 ici à Bamako contre le Soudan du Sud qui a créé la surprise ce samedi en battant la Guinée équatoriale par 1-0 à Juba. En première journée également, le Bénin et la Guinée équatoriale avaient fait match nul, 1 but partout. Les Aigles joueront donc demain pour confirmer leur première place dans ce groupe C des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Bénin Mali donc, c'est à 16h en temps universel à Porto Novo. Du sport toujours du basketball cette fois-ci, les playoffs du championnat national battent leur plein au Palais des Sports. Après la 4e journée, le Djoliba Dames et l'AS Real Messieurs ont respectivement battu Atar Club de Kidal 57-42 et le CBD de Koulikoro 73-57. Les détails avec Assa Soumaré. Pour cette 3e journée de la phase play-off du championnat national de basketball, ce sont les dames du Djoliba Athletic Club et les messieurs de l'AS Real qui vont arracher leur 2e victoire devant respectivement Atar Club de Kidal 57-42 et le CBD de Koulikoro 73-57. Lors de la précédente journée, les Kidaloises avaient causé d'énormes problèmes à Fanta Charles Guindo et ses coéquipières en les battant 57-54. Dans ce match, les dames de Kidal prennent un bon départ et ont l'avantage de la mi-temps 26-23. De retour sur le plancher, les Verts du Djoliba Athletic Club de bonne humeur collective profitent du jeu trop récréatif des joueuses de Kidal pour rétablir la parité par 2 fois 28-28 et 30-30. Les Djolbis mènent le 3e quart-temps 41-39 et au dernier quart, elles vont bien prendre la situation en main et ne lâcheront plus prise. Même si les Kidaloises mettront un point d'honneur à vendre chèrement leur pouls. 57-42 à la fin pour le Djoliba. Tout comme le Djoliba Athletic Club, l'AS Real Messieurs a pris sa revanche sur le CBD de Koulikoro en bleu. Après les 10 minutes de jeu menées par le CBD 23-16, les Noirs et Blancs du Real ne se laisseront plus faire et vont mieux organiser leur jeu, tandis que leurs adversaires perdent l'équilibre. On sentait de la détermination chez les réalistes qui vont aller à la pause avec 2 petits points d'écart 32-30. Après, les garçons de l'entraîneur Zoumana Koulibaly vont faire la course pendant ces 2 derniers quarts-temps en optant pour le pressing. 54-40 et 73-57 au finish. La 4e journée se jouera ce dimanche et en cas de victoire du Djoliba Athletic Club et de l'AS Real, ces 2 équipes seront sacrées championnes du Mali et dans le cas contraire, la compétition reprend lundi et là on connaîtra les équipes championnes en dames et messieurs. Voilà, c'est la fin de cette émission, de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.